Bonjour, merci d'être avec nous sur Radio Alta Brégoine, ça en ce lundi, nouvelle semaine, nouvel invité. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu? Très très bien, je te remercie. En forme. Oui, oui. Alors aujourd'hui, nous recevons un berger. Il s'agit de Jean-André Mameli. Bonjour Jean-André. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir répondu à notre invitation avec David. Alors vous êtes donc berger, enfin on se tutoie, hein, comme on a dit Oui. avant l'émission. Tu es berger et est-ce que tu tiens déjà cette appellation? Parce qu'il y a plusieurs, on peut utiliser d'autres mots éventuellement, non? Bon, c'est une appellation qui me va. Hein. D'accord. Alors un tout petit peu plus près du micro, Ouais. s'il te plaît, Jean-André. Alors concrètement, quels sont les animaux que tu travailles? Je crois que c'est la brebis. Mais c'est la brebis Ouais. de race corse, uniquement. Ouais. Avec du fromage. Et je fabrique 3 types de fromage, c'est-à-dire de la tome, du basilicache Ouais. et du broach. Après, toutes les déclinaisons du broach, bien sûr, broach au passe, broach aux alites. Tout. D'accord, on aura l'occasion de parler de tout ça tout au long de cette semaine. David, c'est un producteur avec lequel tu travailles, toi Alors, on n'a pas encore beaucoup travaillé Non. ensemble, Non. mais c'est un producteur que j'apprécie beaucoup parce que c'est un producteur engagé, Ouais. tout autant que Mireille, comme sa femme. Ce sont des gens de valeur et qui défendent une chose qui me tient à cœur, tu le sais, c'est le bio. Ouais. C'est le bio. Et j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour eux parce que ce sont des gens qui se battent sur une terre qui est très aride et qui se défendent avec les moyens qu'ils ont dans un endroit qui leur est un peu hostile, je pense. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, disons que c'est pas les plaines de Capo-dell'Or ni de la basilicache. Chez moi, c'est des terrains de coteaux Ah ouais. granitiques qui sont quand même assez arides. Hein. Bon, j'ai quelques morceaux deux ou trois morceaux de plaine qui sont plus ou moins irrigables si un jour on daigne nous mettre l'eau agricole. Vous n'avez pas encore l'eau agricole là-haut? Non, l'eau agricole, ça c'est un gros problème parce que les premiers dossiers ont été faits il y a 25 ans. Bon. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait encore déjà pas mal il y avait beaucoup plus d'agriculteurs sur le secteur, là, et avec d'autres comme Pierre Alessandre, on avait monté un dossier chiffré avec l'aide de l'ODARC et de l'Office de l'Environnement. Et là, l'année dernière, ils ont commencé les travaux parce que bon, ils ont eu les financements. Ils ont mis tous les tuyaux, mais ils n'ont pas terminé. Donc comment tu fais alors? Eh bien, s'il y a l'opportunité, on attend l'eau du ciel, ou alors on essaie de pomper à droite et à gauche. C'est un J'ai un petit forage et il y a une petite rivière aussi qui coule, mais c'est pas évident. Là, on se croirait presque dans Jean de Florette, en espérant que l'eau tombe. C'est incroyable. Alors concrètement, ça se situe donc sur la commune de Sarre-la-Carcopine. Alors concrètement, c'est à quel endroit? Ben, c'est à une quinzaine de kilomètres d'Ajaccio. D'accord. Sur la route de Bastia. On monte sur la route de Bastia. Bon, c'est une assez grosse commune de Corse du Sud. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que c'est une commune, Sarre-la-Carcopine, où il y a des choses folles qui sont construites, oui, il y a pas mal de- des centres commerciaux gigantesques sont quasiment des villes, et on n'arrive pas à mener de l'eau pour un Mais agriculteur. ça, il faudrait demander à nos politiques. Hein. Ouais. 20 ans, ils ont quand même eu le temps, non? Mais c'est- 25 ans, alors je me dis hein, peut-être qu'avant la retraite, j'arriverai à avoir à avoir l'eau, quoi. Bon, normalement, cette année, avec la nouvelle gouvernance de la région, on pense que les choses vont aller un peu plus vite. Ouais, un quoi. peu plus vite. D'accord. Alors concrètement, une journée, ça se passe comment? Une journée de travail si on devait schématiser les choses. Ben, une journée de travail, c'est lever à 4h30 tous les matins. Bon, ensuite, on commence par la traite, Tu traites matin et soir. matin et soir. Oui. On commence par la traite, ensuite je transforme jusqu'à à peu près 13h30. Tout dépend de La quantité de lait qu'il y la a. quantité de lait qu'il y a. Bon, c'est assez fluctuant, surtout en ce moment avec le temps. S'il y a une journée trop pluvieuse, on peut perdre 20-30% de la d'accord. production. Selon le temps, tu perds la production. Il y a le brebis se sèche ou produit plus de lait. Ouais. Bon, on ne sèche pas, disons que... Parce que quand il pleut, la brebis ne mange pas. Donc elle ne produit pas de lait. Ouais, donc elle produit moins de lait. Moins de lait. Ah oui, il ne faut pas qu'il pleuve trop longtemps, donc sinon ça devient Bon, problématique. après, parce que bon, nous Mais s'il ne pleut pas, il n'y a pas d'herbe. la race corse est une race qui n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de pluie. Quoi. Elle est habituée à ce genre de conditions, on dirait. Voilà. Ouais. C'est pas comme au Pays Basque où les brebis ont
pratiquement tous les jours. Des champs verts à perte de vue. Qu'est-ce que mange une brebis finalement? Eh bien, disons que la brebis a une alimentation qui se rapproche assez de la chèvre. Elle ramasse et cueille un peu partout. Hein. Ah oui. Disons que bon, il y a l'herbe en premier, après les petites pousses de chêne, les feuilles de chêne, d'arbousier, ascope, comme des violites. Des asphodèles aussi, elle mange. C'est un peu de tout. Les glands, ça, c'est son péché mignon, les glands. Hein. Ah bon? Ah ouais. Et donc, dans cet environnement-là, ils sont en totale liberté, comment ça se passe? Ah oui, disons que moi, je les lâche dès la fin de la traite. Elles partent chercher la nourriture et rentrent le soir vers 5h, 5h30. D'Abarel. Normalement, elles rentrent seules, à moins qu'il y ait un petit imprévu où elles sont restées trop longtemps sous les chênes à chercher les glandes. Mais sinon, généralement, vers 5h, 5h30, elles sont dans le compte. Alors on va se quitter, Gendre et Mamé. Lyon, on va passer cette semaine ensemble. On va parler donc des brebis, on va parler des fromages, on va parler du brochupas ou de la tome également. Les fromages que vous fabriquez sur la commune de Serre-la-Carcopine. On se dit à demain également, David. À demain, avec plaisir. À demain. Allez, à demain. Bonjour, vous êtes sur Aldar Rewan, c'est à 11h15 en ce mardi. Bonjour David. Bonjour Frédéric. En pleine forme. Très très bien, je te remercie. Nous recevons cette semaine un berger, Gendre Mamé. Bonjour Gendre. Bonjour Frédéric. Tu t'occupes notamment des agneaux et plus particulièrement, enfin on en parlera aussi puisque tu vends aussi de l'agneau, mais surtout des brebis du côté de la commune de Serre-la-Carcopine. Hier on parlait un petit peu de ton exploitation et de ton élevage. Est-ce qu'on peut savoir combien de bêtes tu as en tout? Mais là j'ai 140 brebis à la traite à peu près. D'accord, c'est énorme, hein. Je sais pas, j'ai du mal à me faire une idée. C'est la moyenne des troupeaux en Corse. C'est difficile d'augmenter son troupeau. C'est très difficile d'augmenter le troupeau parce qu'on est très très limité par le foncier. Ah. Donc nous, surtout dans la région où on est, c'est une zone périurbaine et il y a beaucoup de mitage de villas et il y a de moins en moins de terre pour l'agriculture. Ça se réduit comme peau de chagrin. Donc on essaye de maintenir on essaye de maintenir au moins de maintenir ce qui est existant. Gros. Et comment on fait justement pour maintenir, pour rester à un chiffre à peu près stable autour de 140? Comment fait-on pour gérer tout ça? Il y a une sélection peut-être, non? Au niveau des bêtes. Au niveau des bêtes, bien sûr. Ouais. Eh ben moi je suis en sélection officielle. Quoi. Donc je suis en CLO, c'est contrôle laitier officiel. Oui. Et je suis sélectionneur. Donc j'achète des béliers au centre de sélection à Aléria et des agnelles de renouvellement aussi. D'accord. Il y a plusieurs béliers dans le troupeau? Normalement, il y a un bélier pour 25 brebis. Ah, d'accord. Ouais. Bon, après, il y a ceux qui pratiquent l'insémination artificielle. Bon, moi, je n'ai pas le droit de la faire puisque je suis en bio. En bio. Mais sinon, il faut un bélier pour 25 brebis. Donc moi, j'ai à peu près 8 béliers dans mon troupeau. Et justement, le cahier des charges du bio dans ce secteur d'activité, est-ce qu'il est lourd? Quelles sont les différences entre un bio et un éleveur qui n'est pas bio? Mais au niveau du cahier des charges, il y a... Bon, c'est surtout au niveau des intrants. Hein. Ah ouais. Au niveau des intrants, c'est-à-dire l'alimentation, les soins aux bêtes. Les soins. Ouais. Les soins aux bêtes, disons qu'on ne peut pas... Aucun antibiotique, par exemple. Non, on peut traiter, bon, sur prescription médicale, on peut quand même traiter, mais enfin, il faut bien isoler les bêtes. Et, oui, il y a un process important. Donc, c'est assez contraignant là-dessus, parce que bon, il y a des pathologies qui sont... moi, je soigne beaucoup par l'homéopathie et tout, mais il y a des pathologies qui sont quand même assez difficiles à soigner. Hein. Par exemple, ces fièvres qu'on entendait des années en arrière, la fièvre catarrhale ou... Bon, la fièvre catarrhale, j'ai jamais été vraiment touché, moi, hein, par la fièvre catarrhale. Hein. Disons qu'il j'ai des voisins qui ont eu des pertes énormes, et moi, pourtant, il n'y a qu'une clôture qui nous sépare. Mais est-ce que c'est dû, par exemple, justement, à ta production en bio qu'il y a plus Non, parce que j'ai un voisin aussi qui est en bio, et qui, lui, il a eu beaucoup de pertes, et moi, pas du tout. Incroyable. Donc, je sais pas... Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bio ou pas. Hein, Ah non. Ça semble assez après, c'est sûr que... Après, c'est au niveau de l'état physique des bêtes. Hein. Si les bêtes sont en forme, et les pathologies se développeront moins que... Dans un troupeau un peu fatigué. Quoi.
On a reçu un éleveur il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu te souviens David, qui nous disait que le fait qu'il y ait des gens qui passent, des promeneurs dans la campagne, ça pouvait produire quelques nuisances et les bêtes pouvaient produire moins de lait parce que ça les stresse entre guillemets. Est-ce que toi tu le ressens chez toi? C'était sur les chèvres. Hein. Ouais, c'était sur des chèvres. Oui, la chèvre c'est quand même un peu plus délicat. C'est un peu plus stressé comme animal. C'est un peu plus stressé. La brebis, non. S'il y a des promeneurs ou des... Ça, c'est pas gênant du tout. Des cueilleurs de champignons, ça ne dérange pas trop. Bon, à moins que les chiens les courent. Qu'il y ait du hurlement. Bon, après, les chiens, c'est un autre problème. Voilà. Ça, c'est un autre problème, les chiens. J'ai eu... il y a 2 ans, j'ai eu une attaque de chien. Et c'est pas évident. Parce que entre les brebis qui... Bon, déjà il y a les mortes. Ouais. Après, il y a les blessés. Et après, il y a tous les avortements. Bon. Parce que... Il y a un troupeau qui est couru par les chiens, s'ils sont en gestation, il va y avoir 20-30% d'avortement. Hein. Oh, c'est incroyable la perte. Et là, comment ça se passe quand il y a ce genre, on peut appeler ça presque un accident finalement? Est-ce qu'on est indemnisé ou ben non ce sont des pertes sèches? Ça dépend. Bon, moi je suis assuré pour les morsures de chiens, donc il n'y a pas de problème. Mais s'il y en a beaucoup, s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas assurés, s'il y en a qui ne sont pas assurés, là, c'est un autre problème. Hein. Parce qu'il faut identifier les chiens et c'est pas toujours évident. Hein. Et c'est un secteur quand même qui est proche de la ville, donc on est amené quand même à voir pas mal de personnes passer non loin des troupeaux. Ah oui, il y a du monde qui se promène. Hein. Enfin, surtout sur la route, parce que les terrains sont quand même clôturés, il y a des barrières, donc bon. Les gens, quand même, ils sont assez respectueux de la propriété privée. Hein. Vous êtes très peu en bio. En fabrication de bio au niveau du des brebis. Des brebis. Ouais. Des brebis, c'est rare hein, pour un producteur bio en brebis. En producteur de fromage, j'en ai que 2. Deux. Non, il y en a plusieurs. Parce qu'il y en a quelques-uns. Sur l'Antorione d'Ayache ou Antorione d'Ayache ou Zagouzol. Ah, c'est Ouzol. Ah non, il y a Xavier Bocognan aussi. Xavier Bocognan qui est à Kourou, que c'est très rare les productions en bio. Mais lui, il est mixte en plus, chèvre et brebis. Chèvre et brebis. Toi, tu fais que de la brebis. Que de la brebis. Et lui, ça fait ça. Maintenant, c'est la 2e année, je crois, qu'il s'est converti. Qu'il s'est converti en bio. On va poursuivre cette discussion demain. On va parler de la transformation du lait maintenant. Ah, oui. Parce que là, bon, on sait qu'en Corse, on est une terre de fromage. Hein, ça, peut-être même la meilleure. Peut-être même la meilleure. Hein. On est un peu chauvin, on dira les choses comme ça. On se quitte. Jean-André Mamel, notre invité, un berger, donc tout au long de cette semaine. David également. À demain. À demain avec plaisir. Pour la suite. À demain. Nous sommes mercredi le 11h15 et nous poursuivons cette semaine nos émissions, la rencontre de Jean-André Mamel. Bonjour Jean-André. Bonjour Frédéric. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Frédéric, très bien. Ça va? Bien. On est en très bonne compagnie. Oui, on a parlé donc de l'exploitation, de l'élevage, on va dire les choses comme ça. On peut dire une exploitation. On peut dire une exploitation, mais bon. Ouais, mais je trouve que c'est plus péjoratif. Ah ouais. Alors on va dire l'élevage, non? Comment on peut dire l'élevage. Hein de brebis notamment pour faire du brooch, de la tome et tous ces fromages corses. C'est évidemment toi des produits que tu utilises beaucoup dans ta cuisine. Ah oui, le brooch, le fromage, on utilise beaucoup parce que bon, déjà traditionnellement, qui n'a pas mangé du brooch ou qui n'a pas déjà goûté une tome, celle des Mamel, ils sont typiques parce que ils ont un processus peut-être de fabrication qui est différent. On ne fait pas trop de tomes finalement sur la région ajaxienne. On fait plus de la tome sur Sartène. Mais de plus en plus, il y en a qui font un complément en tome. Des grosses comme les tiennes. Grosses non, c'est plus je suis pas sûr. Plus petit format. Ouais, c'est plus petit format. Parce que là, ça va moins jusqu'à 3-4 kilos quand même. Jusqu'à 10-11. Ah, 10-11. Des fromages de 11 kilos. Oui. Donc c'est plus sur la région, je dirais, un peu sartenaise qu'on fait ces grosses tomes, non? La région sartenaise, ils sont en démarche AOP aussi. Et ils ont... Pour le cahier des charges, les plus grosses, elles font dans les 2,5 kg. 2,5 kg. Donc toi, tu as 10 kg. Des tomes de 11 kg. Alors comment on fait pour fabriquer une tome de 12 kg? Déjà, il faut un moule. Il faut un gros moule. C'est après, c'est cuit, on appelle ça comment? C'est une pâte pressée. Pâte pressée cuite? Pâte pressée. Non, pas cuite. Non, c'est du cru. Ça reste du lait cru. Hein. Ça reste du lait cru puisqu'elle est juste réchauffée à entre 30 et 35 degrés. Pour ensemencer. Comment ça se passe? Disons que ça dépend pour la tome. Hein. Oui. Alors pour la tome, on met le lait dans les chaudrons et on le monte en température légèrement.
Parce que bon, généralement, le lait sort d'un tank à lait. Donc je vais commencer par le départ. Donc, une fois que le lait a été tiré, on le met dans un tank à lait pour le refroidir. Celui du soir. Celui du matin, on le met directement dans la pignate et on rajoute celui du tank. Donc c'est un lait qui est à 4 degrés et l'autre est à, quand j'arrive à la fromagerie, à 20-25 degrés. Donc on mélange les deux et on le réchauffe jusqu'à 35 degrés. À 35 degrés, on rajoute la présure. Et là, donc, il faut des gros moules pour faire forcément de gros fromages. On peut aller jusqu'à quand Il faut le casser. Oui. Il faut le casser, ensuite on remplit les moules et on presse. Ouais. Il y a des moules, donc on l'a dit, de 12 kilos. On peut aller jusqu'à combien si on veut faire l'atome gigantesque Est-ce qu'il y a un record? Je ne sais pas. Un record, je ne sais pas si c'est un record. Bon, c'est déjà... Bon, je sais qu'il y a des pays en Italie et tout qui font du pecorino romano et c'est des tomes qui font... 20 kilos, 30 kilos. 25-30 kilos, ouais. C'est énorme. C'est incroyable, là tu en vends un, c'est bon, tu as gagné ta journée. Après, il y a les fromages de vache qui ont beaucoup de grosses tomes, comme le Salaire sous le Cantal, le Comté. Le Comté, les tomes qui font des fois 45-50 kilos. Hein. Ce sont des... Et comment on les bouge parce qu'il faut les bouger régulièrement, il faut peut-être les... Eh ben, ils ont des systèmes de cuves à pivot, tu vois. Donc après, bon, quand ils les mettent en affinage, c'est un coup de main, quoi. Un coup de main, il les tire et il les rabat tout de suite. Et il faut les laisser reposer, entre guillemets, combien de temps? Au bout de combien de temps la tome, elle est consommable? L'affinage, ben, pour les grosses tomes, moi, je commence à les sortir à minimum 7 mois. Ah ouais, c'est énorme. Hein, minimum 7 mois. Bon, après, les plus petits formats de 1,5 kg, 2 kg, ceux-là, au bout de 2 mois et demi, commencent à être intéressants. C'est-à-dire qu'il faut prévoir quand même la place de stockage, parce que ce sont des produits qu'on ne vend pas de suite. Ah oui, c'est une banque, quoi. C'est comme si on mettait de l'argent en banque. Ouais. Et bon, après, c'est un soin quotidien, c'est un soin journalier même. Il faut les laver, comment ça se passe? Non, il faut... Saler, comment ça se passe? Ben, le salage, moi, je sale en surface dès la fabrication. Ouais. Une fois que le fromage est pressé, je les sale en surface et pour les grosses tomes, je laisse 2 jours au sel. Avec le sel. Puis je les lave et je les mets en salle d'égouttage. Salle d'égouttage, elles vont rester 2-3 jours pour perdre le reste de petit lait qu'il y a toujours à l'intérieur. Au bout de 3 jours, je les passe en salle d'affinage. Et après, bon, il faut les retourner tous les jours et les frotter pour bien homogénéiser la moisissure. Il y a une croûte qui se forme sur le dessus. C'est une moisissure. Une moisissure. Bon, mais c'est pas une croûte fleurie comme on appelle. Ben moi je fais de la tome avec de la croûte fleurie. Puisque bon, j'ai les 2 types de fromage en salle d'affinage et donc le basilicate communique sa flore à la tome. Et est-ce qu'il y a une différence de goût, le fait que ce soit du bio par rapport à une tome non bio? Est-ce qu'on s'y retrouve aussi au niveau de la saveur? Il y en a beaucoup qui le disent. Ah oui. Et parce qu'il y a des dégustations qui sont faites finalement. Autour de, que ce soit autour du brooch, autour du bio, il y a des dégustations qui sont faites. Et donc des appréciations qui varient selon les fromages que l'on déguste, bien entendu, et bio ou non bio. Ah oui. Bon, après, je ne sais pas si... c'est peut-être au niveau de l'alimentation aussi. Ah oui, essentiellement. Au niveau de la commercialisation, j'imagine que lorsqu'on fait une tome de 12 kilos, elle est destinée à quelle sorte de client? C'est pas un client qui va acheter une tome de 12 kilos, je pense que c'est plus... Il y en a quelques-uns que je fais, quelques-unes que je fais à la demande, comme quand même. Chez mon ami Nicolas Stombon, il en prend tous les ans, il en prend 2 ou 3 mais il faut que je les vieillisse 1 an. Il les prend complètes, hein. Il les prend complètes, mais 1 an d'affinage. Gros consommateur. Et sinon, c'est ma femme qui les vend au marché au détail. Sur le marché Ajaccio, là. À la coupe. D'accord, à la coupe. Voilà, d'accord. Les fromageries, un petit peu, il y avait plus grand monde en fromagerie. Non, elle ne veut pas en donner. Elle veut vendre même. Elle veut garder pour elle. Voilà pour la tome de Jean-André Mamé. On se quitte. Demain, on parlera du brooch en particulier, fromage phare ici encore. Je pense que c'est le roi des fromages chez nous. À demain, donc Jean-André Mamé, il est David. À demain. Il est 11h15 sur Alta Breguan, c'est en ce jeudi, avant-dernier jour de la semaine en ce qui concerne notre invité Jean-André Mamé. Bonjour Jean-André.
Bonjour Frédéric. Un berger, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette semaine. Salut David. Salut Frédéric. Donc tu nous as ramené cette semaine le colosse. Donc un berger qui nous fait des tomes de 12 kilos. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut être un colosse. Ouais, il faut déjà de gros moules, hein, comme on le disait hier. On va parler du broach aujourd'hui. Donc un autre fromage, je suppose que c'est une autre méthode quand on travaille le broach. Ouais, disons que bon, il y a le broach, mais il y a aussi le Bastei-Licache. Ouais. Très important parce que le Bastei-Licache, c'est un fromage qui est endémique de la région d'Ajaccio. Bien sûr. D'Ajaccio et même plus vaste. Ça descend jusqu'où? Alors ça part de Piane. Non. Le Bastei-Licache, c'est... ça part d'où? À peu près le Col Saint-Bastien. Col Saint-Bastien jusqu'à Bocognane. Jusqu'à Bocognane, et ça descend jusqu'où? Et ça descend jusqu'à Sainte-Marie-Séchie. Sainte-Marie-Séchie. D'accord, et ça monte même dans le Tarn. Hein, donc c'est quand même une... Dans le Tarn, parce qu'il y en a quelques-uns qui fabriquent du Bastei-Licache sur Balacon. D'accord. Et quelle est la particularité de ce fromage? Eh bien, c'est le seul fromage, la seule pâte molle à croûte fleurie de Corse. Donc en Corse, il y a 5 types de fromages qui sont prédominants. Et c'est le seul qui a croûte fleurie. D'accord. Bon, et c'est aussi un fromage qui est en démarche AOP. Hein. Ah. Oui, donc là, on a l'impression que les choses ont pas mal avancé à ce niveau-là, hein, au niveau des labels. Sur les 5 types, il y a 5 démarches AOP. Donc il y a une démarche AOP sur le Cajo Zartinese, une sur le Calenzana-Vecchio, le Gnolinco, et le Uinacheso, et le Bastei-Licache. D'accord. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a une richesse gastronomique assez incroyable en Corse. Hein. Ça, c'est les 5 types qui sont prédominants. Après, il y a plein de petits fromages qui sont... comme la Lejaning, ou tu vois, un peu dans Gastagnich. Il y a plein de petits fromages comme ça qui... Enfin, c'est pas une production qui est aussi importante que les 5 types. Ouais. Alors revenons-en au broach. Alors concrètement, question bête hein, peut-être, on le fabrique comment le broach? Il faut déjà faire du fromage. Alors le broach, c'est après le fromage. Voilà, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je sais pas si on peut dire que le broach c'est un fromage. Mais c'est considéré comme un fromage. C'est considéré comme un fromage. C'est considéré comme un fromage, mais il faut faire un fromage avant. Pour arriver à ce nouveau fromage, finalement. Ouais. C'est considéré comme un fromage parce qu'il y a le pourriche. Le pourriche, c'est le rajout de lait entier. Et donc, c'est une fois que le fromage a été fabriqué, on récolte le petit lait, ou la tevato. C'est-à-dire que le lait qui s'écoule du fromage... Qui est en égouttage. En égouttage, oui. En égouttage, et quand on presse une tombe, il y a du petit lait qui sort. Donc on le récupère. Ensuite, ce petit lait, on va le mettre à chauffer. Il y a une certaine température, on rajoute le sel et le lait entier. À 80 degrés, il y a une réaction qui se fait et le broach flocule. C'est-à-dire qu'il monte à la surface et on le récupère comme ça, voilà. D'accord. L'avantage par rapport à la tome, c'est qu'on le vend, on peut parler aussi du broach ou pas, ça, mais on le vend de suite. Donc là, il n'y a pas de problème de stockage. Hein. On le vend de suite. Quoi. Même il y a beaucoup qui le demandent chaud. Ah oui. Ouais. Le broach de brebis est plus gras que le broach de chèvre, en général. Oui. Alors, quelle serait la différence qu'il y aurait entre un fromage de brebis de la région de Sarola et le fameux broach de Piane? Est-ce qu'il y a une différence de fabrication? Bon, là-bas, c'est beaucoup de chèvres. Sur le niveau de la fabrication, je ne sais pas comment ils le fabriquent à Piane. Je ne me suis jamais vraiment intéressé à la fabrication du broach à Piane. Je sais qu'ils le font... C'est plus de chèvre, peut-être? Ils le brassent, oui, c'est exclusivement de chèvre. Piane, ouais. C'est pas de brebis. C'est pas les champs qui permettent de faire des brebis, quoi. De la fabrication, c'est le même principe. Oui, c'est le même principe, mais enfin, ils ont des techniques de fabrication qui sont différentes. Parce qu'il y a peut-être un tour de main après qui fait que ça change de goût. Je sais qu'ils le brassent, j'ai entendu dire qu'ils le brassaient. Ah, d'accord. Et tandis que nous, le broach, on le brasse pas. On le récolte une fois qu'il flocule. On évite qu'il colle au front, tu vois. Moi, j'ai un bâton, un espèce de thé que je fabrique avec du listing, et je le remue au fond, tu vois, pour pas qu'il s'accroche. Ah oui.
Alors on sait qu'il y a ce débat de ce lait qui vient du continent. Est-ce qu'on peut fabriquer des produits corses avec du lait qui n'est pas produit en Corse? Quel est votre avis sur cette question? Est-ce qu'on peut faire un vrai brooch Je suis totalement contre les importations, hein, parce que c'est pas normal. Il y a les bergers qui sont en train de mourir chez nous et il faut rentrer du lait pour assouvir leur soif d'argent uniquement. Hein. Alors s'ils peuvent pas vendre le fromage en Angleterre, ils ne le vendent pas. Hein. C'est pour la production. Mais est-ce que la Corse produit assez de lait? C'est ça la question aussi. Et de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a une solution de facilité, donc forcément... Parce qu'en fait, la réflexion, c'est faire entrer du lait pour faire du fromage dit type Corse, ou Corse, fabriqué en Corse, pour l'exportation, en fait. C'est ça l'hérésie, en fait. Et oui. C'est pas pour une vente locale, finalement. Ah non, vente locale, je pense qu'il y a suffisamment de lait pour... Même si les Corses mangent beaucoup de fromage et de brooch en particulier, et là, je pense qu'il y a une clientèle quand même. Étant donné que maintenant, il n'y a pas de certification sur les fromages, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils peuvent acheter du lait en Sardaigne ou dans l'Aveyron ou même en Pologne. Et comment c'est contrôlé tout ça? Mais il n'y a pas de contrôle. D'ailleurs, dernièrement, j'ai entendu des trucs qui disaient que donner l'origine d'un produit, c'est discriminatoire. Tant qu'il n'y a pas de certification. C'est quand même un peu du foutage de gueule, là, je trouve. C'est l'exemple de la charcuterie. Hein. La charcuterie, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que le consommateur ne peut pas savoir avec exactitude d'où vient le lait. C'est quand même, c'est quand même fou, quand même. Alors qu'on est en train de dire il faut savoir d'où vient la traçabilité. Mais voilà, étant donné qu'il n'y a pas de certification, d'ailleurs, il n'y a pas de certification sur ces produits, c'est pas illégal de faire entrer du lait et de fabriquer de la tombe avec du lait de l'Aveyron. Et ton avis sur la question, est-ce qu'il y a une vraie différence de goût? Normalement oui, puisque l'alimentation de l'animal n'est pas la même, je suppose, entre une brebis... Mais déjà, au niveau de l'industriel ou du fermier? Les deux. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de goût entre... Déjà, au niveau de l'industriel, c'est du lait qui est pasteurisé. Donc, là c'est sûr. Pratiquement, il y a un lait cru. C'est pas un lait cru. Là. Bon, après, le fermier, c'est sûr qu'il y a une grosse différence avec un... Ouais. Parce que après, tu as un goût standard, finalement, sur un produit qui est standardisé comme un produit de coopérative, je dirais. C'est pas pour leur jeter la pierre, mais c'est un produit standard, qui est standardisé, qui est normalisé. Alors qu'un produit fermier... Aseptisé. Alors qu'un produit fermier, il aura les caractéristiques de ce que va lui donner son animal, et tout ce qu'il a mangé, dans quel... Disons que maintenant, eux ils adaptent leurs produits à une demande ou à un goût. Donc maintenant, un lait pasteurisé, il n'y a plus rien dedans. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des ferments. Après des éxhausteurs de goût, un goût noisette, un goût aussi, un goût ça. Ah, ils ont la possibilité de faire ça? Ah oui, il y a des catalogues où tu as... On ne sait pas tout ça. Comme quoi, on ne sait pas tout ça, effectivement. Hein. On va continuer cette discussion demain. On va parler du broch ou pas, qui est un fromage que j'adore, à un titre personnel, tu le sais, David. J'en arrive presque à le préférer au broch ou frais, c'est pour dire. Ah oui. Donc on se quitte, on se donne rendez-vous demain avec Jean-André Mameli. À demain. À demain. Merci de nous rejoindre sur Alta Breguanza. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Alors comment vas-tu en ce dernier jour de la semaine? Très très bien, merci. J'essaie de parler devant le micro, sinon on se fait engueuler par Anto. Oui, c'est vrai que tout au long de cette semaine... Il n'a pas arrêté de nous tirer les oreilles. Des fois on n'entend pas David, mais c'est vrai que tu parles... Je bouge beaucoup. Tu bouges beaucoup pendant les émissions. On rappelle l'invité de la semaine, Jean-André Mameli. Bonjour Jean-André. Bonjour Frédéric. Dernier jour en ce qui te concerne dans cette émission. On a parlé de... C'est vite passé. C'est vite passé, c'est vrai. On a beaucoup parlé de l'élevage, des brebis notamment. Alors hier, on a commencé à parler du broch, de sa conception, de sa fabrication. Quelle est la différence concrètement avec ce fromage qu'on trouve sur le continent qui s'appelle la brousse? Eh bien, la brousse, c'est de vache, non? C'est une espèce de plâtre, là. Disons que la brousse, c'est fait avec du lactobacillum en poudre. D'accord, effectivement. Donc ça n'a rien à voir avec... Qu'est-ce que c'est fait avec du lait de vache? 95% c'est avec du lait de vache, oui. Après le reste, je sais pas. Donc alors, ça n'a rien à voir avec notre fromage finalement? Ah non. Parce que on le compare quelquefois. Parce qu'ils savent pas comment... Ils traduisent littéralement broch et brousse.
Non, mais moi j'ai. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est comme un Roquefort. Déjà l'aspect, ça me donne même pas envie de le goûter, quoi. D'accord. C'est comme un Roquefort et un camembert, ça n'a absolument rien à voir, parce qu'on trouve même des tartes à la brousse, lorsqu'il n'y a pas de broach, par exemple, pour faire une embouchade, pour parler concrètement, enfin ce qu'on appelle nous une embouchade. C'est vrai qu'on en trouve. Ouais, bon, ici aussi. Ah oui, c'est bien. On trouve des tartes à la brousse, oui, tout à fait ici, mais ça permet de faire des embouchades lorsqu'il n'y a pas de broach, en quelque sorte. Disons qu'après, bon, il y a des publicités mensongères aussi. Hein. Ouais. C'est un vaste débat, tout ça. Ah, c'est un vaste débat. Alors voilà, c'est l'occasion de parler de la saisonnalité du broach, parce qu'il n'y en a pas toute l'année, même si certains, notamment les touristes, lorsqu'ils arrivent, ils en trouvent, mais c'est pas vraiment... Disons que bon, la saison du broach s'étale, bon, pour moi, moi personnellement, elle s'étale de la Toussaint jusqu'à la première semaine de juillet. D'accord, ouais. Donc, bon, après, bon... La Toussaint, voilà. Oui, pareil pour Raphaël, il arrive à mi-juillet. Ouais, lui, il commence un peu plus tard parce que voilà. Bon, il sort les agneaux pour les fêtes, donc il va commencer début janvier, quoi. Ce qui est un petit peu embêtant, parce qu'on sait que, par exemple, si on avait du broach au mois d'août, on pourrait en vendre beaucoup. Bon, il y en a au mois d'août, du broach. Ceux qui sont en estive. Ceux qui sont en transhumance, ou alors ceux qui désaisonnent. Ouais. Oui, parce qu'il y a un autre cycle de production. Ouais. Par exemple, toi, tu fais de la Toussaint à juillet, mais il y en a qui font un peu plus tard. Ah oui, il y en a qui font un peu plus tard. Bon, après, surtout en chèvre. Hein. En chèvre, bon, c'est plus désaisonné en chèvre qu'en brebis. Quoi. Mais c'est en estive plutôt, non? En estive, même dans les contreforts. Hein. Ah oui. En ce qui concerne le broach ou passe, ou est-ce que c'est le broach qu'on n'a pas réussi à vendre, hein, pour parler vulgairement, qui nous reste un petit peu sur les bras, ou est-ce que vraiment il y a un vrai marché porteur, il y a vraiment des adeptes de ce fromage? Et c'est un vrai produit, c'est un produit noble, le broach passe. Ouais. Disons que moi j'en fais très peu parce que je vends tout en frais. Donc. Voilà, ouais, c'est ça. Hein. Mais je m'astreins à en faire. Là, je vais commencer à en faire une fois par semaine. Parce que bon, j'ai une grosse demande et puis c'est vraiment un très très bon produit. Justement, est-ce que c'est un produit qui ne souffre pas du succès incroyable du broach frais en quelque sorte? Ben oui. Ouais. Tout le monde veut du broach frais. Ah oui, disons que bon, c'est pas tout à fait la même. Disons que moi je fais différemment le broach qui va être destiné au passe et celui qui va être... il y a une préparation différente. Ouais. Moi je le fais différemment. Hein. Ah oui. Ouais. Parce que déjà je le fais un peu plus dur pour l'affiner. Oui. Et après il y a une salaison aussi. Il y a une salaison qui est différente aussi. Après c'est beaucoup de manutention. L'affinage c'est combien de temps? Ben, ça dépend. Nous, sur la vallée de Gravon, on a un broach au passe qu'on appelle le broach mouchogne. Je sais pas si tu en as parlé. Non. C'est la Rolls des broach au passe. Ah. C'est un broach qui se consomme à partir de 20 jours. 20 jours. Voilà, 20 jours, il reste très très crémeux et pas du tout cassant. D'accord. Ça donne faim. Hein. Et c'est un fromage qu'on peut garder. Les œufs qui brillent. Après, bon, on peut l'affiner. Hein. Ouais. Donc, mouchogne, c'est de 20 à 25 jours, 30 jours maximum. D'accord. Après, on l'affine. Il ne faut pas que ce soit sec non plus, le broach ou passe. Il faut qu'il y ait une certaine de fraîcheur encore qui reste. Hein. Bon, parce que normalement, il y a 3 types. Bon, après, tu as le broach ou passe à affiner qui est un peu plus dur, que tu manges comme un fromage. Ouais. Et après, tu as le broach aux alites. Le broach aux alites, c'est celui que tu emploies en cuisine pour faire les soupes. C'est les soupes vraiment traditionnelles. Qui est un peu plus plat. Non, ça dépend de la forme que tu lui donnes. Ouais. Et c'est un broach qui est très dur et très salé aussi. La soupe paysanne. Alors toi, David, qu'est-ce que tu nous conseilles au niveau de ta cuisine avec tous ces produits? Une petite recette simple qui est un risotto de légumes, mais que l'on va clouter avec la tome de brebis de nos amis Mameli. Alors, traditionnellement, on rajoute du parmesan pour lier le risotto. Dans mes risottos, que ce soit à la traverse ou au bistrot de thé, je ne mettrai jamais de parmesan. C'est pas à mon habitude, mais on vient apporter bien souvent un apport de fromage, là en l'occurrence la tome qui est affinée de Mameli. Alors on réalise un risotto classique. Qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser un risotto? Il nous faut du riz, spécial risotto, soit un carnaroli, soit un arborio. C'est un riz rond.
Pourquoi un riz rond? Parce que c'est un riz que l'on va déjà colorer, c'est-à-dire qu'on va venir apporter une matière grasse, beurre et oignons, on va faire rissoler. Ensuite, on va rajouter le riz pour le faire nacrer. Nacrer, ça veut dire le rendre translucide. C'est ce qui va donner la force au riz pour pouvoir subir la cuisson. Une fois que le riz est nacré, on va déglacer, c'est-à-dire décuire ce qu'on vient de faire avec du vin blanc. Et une fois qu'on a décuit, on va mouiller pendant 15 à 20 minutes avec un bouillon. Alors ça peut être soit un bouillon de volaille, si on en a, soit on garde toutes les chutes des légumes qu'on a dans la semaine. On peut avoir plein de petites chutes de poireaux, d'oignons, de courgettes, de courges, je ne sais quoi. On les garde, on fait un bouillon. Et avec ce bouillon, on vient cuire le risotto pendant 15 à 20 minutes. Alors certaines personnes cuisent directement avec la totalité du bouillon. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Il faut arroser. Au fur et à mesure que le risotto souffre, on vient le nourrir un peu avec ce bouillon. Au bout de 15-20 minutes, on rectifie l'assaisonnement. Alors on peut rajouter des épices si l'on veut, un peu de curcuma, un peu de cumin, ce que l'on veut, du safran d'un de nos tirs qui n'est pas très loin de chez toi. On vient assaisonner sel et poivre et on va crémer. Alors on va crémer selon la quantité et le nombre de personnes que nous sommes à table. Ça dépend de la quantité de risotto qu'on aura réalisé. On peut rajouter des légumes que l'on aura fait poêler un petit peu, peut-être un peu de courge, un peu de carottes, des navets, selon ce que l'on a et selon aussi la période à laquelle on fabrique ce risotto. Et à la fin, quand le risotto il est cuit, au lieu de le lier avec on peut le lier avec une vieille tome râpée, ça pourrait être sympa de le lier avec ça. Mais nous, on viendra couper des morceaux de petites lamelles de tome avec un économe ou avec un couteau assez fin, et afin de venir disposer juste avant l'envoi, des petites rondelles ou des petits pics de tomes affinés, un peu piquants. On va venir rapporter un peu de poivre. Je pense à un poivre corse qui s'appelle le poivre de Masseron. Donc le Masseron, c'est une plante que l'on ramasse en bord de mer qui fait des graines noires. On peut en faire un poivre, c'est très piquant. Et on peut venir agrémenter aussi ce plat avec du poivre de Masseron. Et donc voilà, je trouve que allier le risotto avec une tome affinée des mamelles, avec un peu de poivre d'ici, on pourrait même apporter un peu une petite voulette à juste griller sur le dessus. Voilà, après les idées peuvent fuser et les façons de réaliser un risotto peuvent varier. Mais voilà, je pense que avec une bonne tome de brebis, ça peut le faire. Voilà, et la chaîne est bouclée, la boucle est bouclée. Tout commence avec le pied de la brebis de ce début de semaine jusqu'à cette assiette qui a l'air fort savoureuse. David. J'espère. Ouais. Voilà, après, c'est appétissant. Et c'est là, Jean-André Mamelle, qu'on voit que finalement on fait un métier de la terre, mais qui peut aller très loin dans le raffinement lorsqu'on écoute David. Ben ouais. Ouais. L'idée, c'est de se faire plaisir. Mais David, c'est la personne qui sublime tous ses produits. Quoi. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. David, dans un rendez-vous la semaine prochaine. Volontiers. Avec un nouvel invité. Jean-André Mamelle, à très bientôt. À bientôt. Et faites-nous de bons fromages, de bons fromages, de belles tomes cette année. Merci, à très bientôt. Et on embrasse Mireille.